Bonjour à tous, bienvenue sur France 3 Centre Val-de-Loire, dimanche en politique numéro 13 avec aujourd'hui une thématique, la région, une crise agricole sans précédent. Pour nous en parler, deux invités. Xavier Frémont, vous êtes agriculteur en Indre-et-Loire, et Michel Lepape, agriculteur et aussi président de la coordination rurale 37. Merci d'avoir accepté notre invitation parce que je pense que pendant cette demi-heure que nous allons passer ensemble, on va apprendre des choses, découvrir des choses et peut-être mieux connaître et sentir ce qui se passe dans le monde agricole aujourd'hui. Quand je dis une crise agricole sans précédent, c'est vraiment le cas ? Ah oui. Évidemment, c'est vraiment une crise sans précédent parce que là, il s'est ajouté au problème de marché, il s'est ajouté un problème de climat. Et donc, on n'a jamais connu ça depuis plus de 50 ans au moins. Donc, un manque de luminosité avec aussi des problèmes de fécondation. Donc, toutes les productions ont été touchées, avec des maladies, une pression maladie importante. Donc, toutes les productions, en Indre-et-Loire, on a à peu près toutes les productions. Ouais, c'est vraiment, et tous les secteurs, de la viticulture, le maraîcher, céréalier. Voilà, arboriculture, viticulture. Vous sentez pareil, cette crise ? Tout à fait, oui. Ouais. C'est combien de temps que vous êtes installé ? Ça fait 11 ans. 11 ans. 11e année. Et là, c'est l'année vraiment la plus dure. c'est très, très, très dur. Alors, on a bien entendu les internautes qui nous regardent, qui peuvent vous poser des questions. On a une question générique pour cette émission. Pensez-vous que le bio soit une solution pour sauver l'agriculture ? Alors, on a déjà quelques éléments de réponse. Il y en a qui disent non, pas du tout. Il y en a qui disent pourquoi non, mais il faut avant tout que les agriculteurs puissent vendre à des prix qui les rémunèrent. Et même au bio, ils seront face au marché et à la concurrence. Et puis, il y en a un de Nadine, par exemple, de Veigné, c'est en Indre-et-Loire d'ailleurs. Oui, le bio peut être une alternance. Voilà. Alors, on y reviendra, bien entendu, sur cette possibilité du bio. Ce que je voudrais, c'est que l'on fasse tout d'abord, et en image, cette fois-ci, eh bien, cette année catastrophique pour les agriculteurs. Et c'est signé Théophile Mbaka. C'est très rare qu'on puisse déguster du lait sorti de la vache directement. Donc, si vous en voulez directement avec notre producteur... Alors, jeune homme, c'est comment le lait ? Comment il est ? Les agriculteurs laitiers au bord de l'agonie. En ce dimanche à la campagne, le goût du lait est amer, car ils travaillent à perte. Même le cœur n'y est plus. On parlait de la foi en élevage, aujourd'hui on ne l'a plus. Quand vous vous levez le matin, vous allez chercher le courrier, c'est que des factures ou des lettres commandées. On vous relance pour payer les factures, ça devient intenable, quoi. Et quand on voit que, de toute façon, la paye de lait ne couvre même plus les charges d'aliments, les charges d'insémination, on se demande où on va, quoi. Les producteurs laitiers ne sont pas les seuls à s'interroger sur leur avenir. L'horizon est sombre, irrémédiablement bouché. Le monde agricole est en ébullition au bord de la crise de nerfs. Producteurs laitiers, céréaliers, éleveurs, personne n'est épargné. On a des normes de plus en plus contraignantes et qui coûtent cher, notamment chez les éleveurs. On a des mises aux normes à faire sans arrêt et ça plombe forcément le revenu des éleveurs et des agriculteurs. Une baisse drastique des revenus et le doute qui taraude même les plus jeunes. Si les revenus restent tout le temps comme ça, on ne pourra plus continuer à faire l'agriculture à l'avenir. Je ne pourrai pas m'installer, j'aurai pas assez d'argent de toute façon. Et puis l'agriculture sera finie pour moi. La crise agricole entraîne d'autres acteurs dans sa chute. La crise agricole qui s'invite. Des agriculteurs en colère. 2016, Annus Horribilis. Une année horrible, catastrophique pour le monde agricole. Il a tour à tour connu la sécheresse, des inondations, des moissons calamiteuses et des pertes de revenus en cascade. Les chiffres sont éloquents. En région centre, ces pertes s'élèvent à minima à 1,2 milliard d'euros. Toutes les filières sont concernées. Si les agriculteurs déversent sur le bitume leur désespérance, c'est parce que la cote d'alerte est dépassée. On n'est pas en train de dire qu'il va falloir compenser les pertes par des aides directes, ça ne marchera jamais. Donc ne nous leurrons pas. En revanche, il faut trouver les bons mécanismes et j'insiste notamment sur ce refinancement des exploitations parce que c'est lui qui va permettre de redémarrer et on l'espère dans les années suivantes quand même d'éponger une partie de ces pertes de cette année. Les aides locales, régionales, nationales ne suffisent pas à apaiser les inquiétudes face au risque d'insolvabilité. Alors surtout, voilà, restez bien solidaires, échangez entre vous, soutenez-vous mutuellement, ça c'est fondamental. On a des gens qui sont KO debout, quoi, très clairement, et qui se demandent vers quelle direction je dois aller, dans quel coin je vais me retourner, quoi. Tenir bon face à l'adversité.
l'appel à la solidarité, l'écoute, n'ont pas suffi à empêcher des gestes de désespoir. Jusqu'à quand? Alors, ce reportage de Théophile Mbaka, c'est un constat que là, oui, tout y est, apparemment. Oui, tout à fait. Je ne sais pas, Michel, mais là, on voit tout à fait la détresse dans nos rangs, quoi, hein. Les agriculteurs ne savent plus quelle orientation donner à leur entreprise pour essayer de dégager un revenu et de la rentabilité. Je vous ai vu sourire, je donne une information, hein, je vous ai vu sourire pendant le reportage aux déclarations de Xavier Belin de la FNSEA. Xavier Belin qui se prend sans doute un petit peu pour le ministre de l'Agriculture. Il faut dire que c'est une fonction qui lui manque jusqu'à maintenant. Mais c'est pour ça qu'il soutient aujourd'hui le pacte de M. Valls, qui trouve une solution pour éventuellement aider des agriculteurs à partir avec 3 000 euros environ pour se reconvertir et 1 500 pour déménager. Donc ça me paraît complètement délirant comme principe, parce qu'on va avoir besoin de ces compétences, on va avoir besoin de ces éleveurs qui vont vraiment se manquer à l'avenir pour produire chez nous. On va rentrer dans une guerre alimentaire probablement où on aura besoin de main-d'œuvre qualifiée. Et on va revenir sur la loi Valls et ses propositions, mais il y a ce chiffre qui est donné dans le reportage qui est même évolutif. 1,2 milliard d'euros, on serait à 1,3 milliard au moment où les comptes ont été arrêtés. 1 millier d'exploitations seraient au bord de la faillite dans la région. Ah oui, même plus que ça. Hein. Plus que ça. En Indre-et-Loire, c'est 600, oui, donc il y a 6 départements, d'accord. Le point a été fait la semaine dernière, jeudi. On est à ça. Non, mais sérieusement, je pense que ces personnages sont complètement déconnectés de notre métier. Hein. Ils ne savent pas du tout ce qu'on vit et dans quelle tension on est. Et j'ai l'impression que vous le dites et vous le redites pour toutes les institutions. Pour une grande partie, parce que, si vous voulez, les institutions sont tenues d'une façon hégémonique par la FNSEA depuis déjà longtemps, à peu près une 50aine d'années, ont été organisées autour d'elle. D'ailleurs, la FNSEA n'a plus besoin d'adhérents. Aujourd'hui, elle est capable de travailler en cavalier seul. Elle a ses financements, ses entreprises et tout ce qui tourne autour. Là, le problème des agriculteurs, parce qu'on va plutôt s'attacher aux agriculteurs, je crois que ils paient aujourd'hui pour travailler. C'est ça, en fait. Et ça, on avait inventé avant le travailleur pauvre. Aujourd'hui, on découvre le chef d'entreprise pauvre. Et ça devient grave, parce qu'on ne peut pas continuer dans cet état de lieu. Alors, la loi Valls, on y vient, on avait promis d'en parler. Donc, des mesures bancaires pour permettre à tous les agriculteurs de refinancer aux conditions les plus favorables. Alors, il y a aussi des mesures pour soutenir la trésorerie des exploitations agricoles à court terme. Des mesures spécifiques et pour les éleveurs en mobilisant des moyens nationaux et européens, et puis des mesures sociales pour accompagner les agriculteurs. On va en parler du suicide des agriculteurs, parce que là, ce sont aussi des mesures sociales. Cette loi Valls, elle vous laisse sans réponse ? C'est pas sans réponse, c'est pas du tout à la hauteur. Ça a été d'abord soufflé par M. Belin, qu'on a vu tout à l'heure. Puisque lui, il l'avait annoncé déjà. Il avait annoncé certains pans de ces mesures, de ce pacte. Mais je crois que c'est pas du tout à la hauteur de l'espérance des agriculteurs et surtout du désarroi des agriculteurs aujourd'hui. Il faut vraiment refinancer. On parle de 15 milliards en France. On est incapable d'avaler, si vous me permettez, la pilule. 15 milliards, c'est énorme, qui vont reposer que sur une partie de l'économie et surtout des agriculteurs. Parce que quand on parle de crise agricole, c'est essentiellement la crise pour des paysans. Mais c'est pas toujours dans l'environnement agricole. Souvenez-vous de Lactalis, souvenez-vous des grosses coopératives qui, elles, ont investi à l'étranger, avec l'argent quand même des agriculteurs, et qui aujourd'hui engrangent et vont même profiter sans doute de cette crise, si vous voulez qu'on y revienne tout à l'heure. Oui, est-ce que vous n'êtes pas en train de nous dire qu'il y aurait, à droite comme à gauche, et qu'il y aurait eu un protectionnisme complètement. Complètement. Il y a eu une cogestion. Oui. Et cette cogestion, elle a mené à la catastrophe parce que un syndicat, voyez-vous, comme le nôtre, on discute avec tout le monde, on fait des propositions, on critique, certes, mais aussi on ne veut pas
cautionner systématiquement ou influencer une politique dans notre avantage particulièrement. Ouais. On défend une corporation, l'agriculture, parce qu'on pense qu'elle est essentielle aussi pour l'équilibre de notre pays. Pas simplement le commerce extérieur, mais aussi pour avoir cette indépendance alimentaire qu'on a eue très tôt en France, dont on avait la chance d'avoir. Ce qui n'est pas le cas en Angleterre, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Alors, vous avez accumulé, j'ai fait un peu la liste, 2009, grande crise du lait, 2011, sécheresse printanière, gel viticulteur arboriculture en 2012, 2013, gel viticulture, 2014, crise du porc et bovin, crise du porc en 2015, bovin, lait et viande, là on sent que ça commence à s'accumuler, 2016, gel viticulture, inondation, crise élevage, céréales, volume, prix, sécheresse. Quand on voit la liste, la longue liste, et on pourrait remonter plus haut encore, c'est ce que vous me disiez en préparant cette émission. Il n'y a pas eu de prise de conscience dans les différents ministères de l'arrivée de cette crise qui est arrivée de façon très très forte et très violente? Non, cette crise violente, ils ne se sont pas rendus compte au niveau du blé. Il faut savoir que la récolte du blé, tout s'est joué au dernier moment. D'ailleurs, on avait des récoltes prometteuses. Et ce qui nous a, surpris, c'est dès qu'on est rentré avec les batteuses dans les premiers champs, en céréales, que le grain ne montait pas dans la trémie. On a regardé sous les machines si elles perdaient. Pourquoi? Pourtant, on avait frotté les grains avant, mais on n'y croyait pas. Même nos techniciens qui sont dans les coopératives ou dans différents centres sont vraiment tombés des nues quand les premières parcelles ont été fauchées. Le marché, certes, était bas, mais on avait un potentiel au printemps de culture bon. Et c'est pour ça que tout cet espoir, parce que nous, les agriculteurs, on apporte des intrants au fur et à mesure que la plante, elle pousse, ou en élevage, à chaque fois que l'animal se développe, on lui apporte à manger. On investit dans nos produits, et juste là, au moment de récolter, crac, tout est parti. C'est le temps qui a eu raison de notre investissement, quoi. Et tout est vraiment parti. Et là, on s'est retrouvé à gérer où on avait espérance de combler des dettes. On en a refait. Et là, c'était pas du tout ce qui était dans la ligne directrice de nos exploitations au niveau économique. Xavier Frémont, quand vous parlez, on sent énormément d'émotion dans ce que vous dites. Je vais revenir, jeudi 27 octobre, un agriculteur de Préfontaine, dans le Montargois, s'est donné la mort, c'est pas le seul, en un coup de fusil. Alors, il explique qu'avec 400 € pour produire, 1000 litres de lait qu'il revendait à 295 €, tous les éleveurs laitiers sont en dessous de la ligne de flottaison. Et il disait ça avant. Alors oui, là je vais répondre en général. Tout à l'heure, votre question, c'était de savoir si on n'avait pas vu venir la crise agricole. Évidemment, mais on se cache, on voit du court terme. Or, l'agriculture, c'est une production à long terme. On n'installe pas un troupeau, on n'installe pas une ferme, quelle qu'elle soit, quelle que soit la production, rapidement. Donc il y a une rotation qui est longue et on pourrait apparenter ça à une production, à une industrie lourde. Donc lorsqu'on démantibule un système comme ça, on s'expose aussi à ne pas pouvoir le reconstruire demain. Et lorsqu'on parle de compétitivité, eh bien en fait on se rend compte qu'on met en concurrence des producteurs en France, avec des producteurs certes en Europe, mais qui eux aussi ne vivent pas très très bien. Et on leur dit aussi qu'ils ne sont pas assez productifs. Or, dans l'environnement agricole, tout s'est reporté, le report de risque, comme on le dit, s'est reporté sur les agriculteurs. Et c'est pour ça qu'ils sont aujourd'hui les premiers touchés. Certes, des fabricants ou des concessionnaires vont vraiment souffrir parce qu'il n'y aura plus d'investissement, mais c'est qu'un aspect des choses. C'est-à-dire qu'il y a d'autres exploitations dans d'autres pays qui vont aussi souffrir, et pour vraiment engraisser et pour vraiment faire vivre très très bien des entreprises d'agroalimentaire que défend d'ailleurs très très bien M. Belin, puisqu'il en dirige une qui s'appelle Sophie Protéol, qui fait 12,5 milliards de chiffre d'affaires avec le groupe Avril. Alors, selon une étude de l'Agence de santé publique, là c'est un chiffre de 2010-2011. Là, on aurait dû être alerté quand même. 300 agriculteurs se sont suicidés. Un taux supérieur de 20% au reste de la population. J'explique, c'est-à-dire par rapport aux autres professions. Un taux supérieur de 20%. C'est un chiffre de 2010-2011. On aurait dû
À ce moment-là, tirer la sonnette d'alarme, ça fait 5 ans. Ouais, mais ils le cachent, de toute manière. Enfin, vous croyez quoi? La FNSEA, c'est vraiment... non, on ne parle pas des problèmes, on a une ligne et puis c'est tout. S'ils voudraient vraiment sauver l'élevage, comme a dit Monsieur le Pape, de toute manière, c'est eux qui ont toutes les clés. C'est eux qui sont FNP, Fédération nationale des producteurs de lait. Les porcs, c'est pareil. C'est eux. S'ils voudraient que ça marche, mais il n'y aurait pas de problème, ça marcherait. Mais ils nous mettent, comme l'a très bien dit Monsieur le Pape, ils nous mettent en concurrence les uns avec les autres. Et c'est auquel qui arrivera à produire le mieux, au moins cher, qui y arrivera. Et moi, je peux vous dire que oui, effectivement, les exploitants, ça me touche. Parce que dans un rayon de 5 km, il y en a 3 qui sont décédés. Enfin, des jeunes. Hein. Alors, en plus, vous avez vécu une année terrible, comme le disait Théophile Mbaka, est venue se greffer alors la météo. Les inondations ont été terribles, ça a beaucoup abîmé les cultures, mais toutes les cultures, hein, et les éleveurs aussi d'ailleurs. Les éleveurs aussi. Bien sûr. Et là, on se dit que les éléments sont maintenant contre vous. Est-ce que il n'y aurait pas le moyen, je dirais, non pas d'anticiper pour vous et de se dire, voilà, est-ce que là on est en changement climatique, est-ce qu'il faut peut-être maintenant déjà anticiper les choses? Si, mais si vous voulez, le problème d'anticiper, diriger, c'est anticiper. Et là, visiblement, la FNSEA, qui se targue d'être le plus gros syndicat de France, n'a pas anticipé du tout, si ce n'est que pour construire des systèmes qui sont à son service. Au niveau fiscal, aujourd'hui, une entreprise agricole va payer énormément d'impôts directement dès qu'elle va gagner un peu d'argent. On ne peut pas faire de réserves, ou alors c'est des réserves qui ne sont pas à la hauteur des risques qu'elle est capable de prendre plus tard. On ne demande pas d'avoir un régime spécial, c'est pas ça. Ce que l'on demande, c'est d'avoir un régime de protection. Alors ça s'adresse évidemment à des agriculteurs qui ont déjà, pas des jeunes, hein, qui sont déjà installés depuis déjà un moment, mais pour pouvoir mettre de côté aussi de l'argent, des fonds, les années fastes, pour pouvoir faire face aux années qui sont beaucoup moins. Alors, il y a des problèmes aussi de cours, hein, de marché, hein, bien entendu. Est-ce qu'on peut se poser la question si la PAC est-elle bien adaptée à la situation française? Alors, c'est vrai que, non, apparemment non. Et puis aussi, l'arrivée des marchés chinois, voilà, la vente. On a cet exemple cette semaine de 1500 hectares de terres agricoles. 1700, pour être plus précis, achetés par des Chinois. Ça doit quand même vous mettre une pression terrible de voir ces ventes de... Alors certes, moi je suis pas. Enfin, non, vous n'êtes pas inquiet. De toute manière, enfin, on en revient toujours pareil, quoi. C'est politiquement, c'est la politique agricole menée par la FNSEA. Les investisseurs, on prône des investisseurs, alors que ce soit des Chinois ou des investisseurs de travaux publics ou Là, moi, j'ai un copain qui a arrêté, qui a mon âge. De toute manière, sa ferme, ça a été vendu pour la chasse, 180 hectares, juste pour la chasse. On n'exploitera plus dessus. Voilà, en fait, la terre, on nous la retire. C'est des investisseurs et alors, pour d'autres orientations que l'agriculture. Ouais, dans la liste des entre guillemets catastrophes, là c'est le CETA, hein, c'est l'accord, les accords avec le Canada. Alors ça, c'est venu se greffer en plus à vos difficultés, parce que là vous n'êtes pas gagnant non plus. Non, on n'est pas gagnant parce que, si vous voulez, on a toujours dit, et puis c'est d'ailleurs monnaie courante encore à la FNSEA, disons les interlocuteurs principaux du gouvernement en place et puis celui d'avant d'ailleurs, c'est de dire que l'agroalimentaire est essentiel en France. Certes, elle est quand même essentielle, mais elle ne serait rien sans l'agriculture. Et on a oublié les agriculteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de dire on va importer un produit, du blé, du lait ou autre chose, et pouvoir faire fonctionner l'agroalimentaire en France avec des produits qui viendront de l'étranger. Produits dans des conditions déjà sur lesquelles on peut avoir certains doutes. Hein. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas les mêmes normes que nous sommes obligés d'avoir, certaines à juste titre et d'autres qui sont un petit peu trop pointilleuses à mes yeux, et surtout qui sont très très onéreuses. Donc là, il y a cette PAC, tout à l'heure vous le disiez, est-ce qu'elle est bien adaptée? Non, on l'a dénoncé tout de suite. Et en plus, elle n'est pas adaptée pour répondre à un besoin sociétal. C'est-à-dire que les gens demandent à avoir une traçabilité plus importante. Tout à l'heure, vous avez évoqué l'agriculture biologique. Je suis un producteur biologique. Et je ne pense pas que l'agriculture biologique réponde à tous les problèmes aujourd'hui. Hein.
J'y crois, parce que ça fait 15 ans que je suis Mais passé. il y a des reconversions possibles dans le biologique, mais il y a des plus reconversions. De financement. Voilà, il n'y a plus de financement. Ouais. Et il y a surtout aussi une chose, c'est qu'on essaye d'écrouler l'agriculture biologique parce qu'elle gêne. Alors, est-ce que vous trouvez, vous, qu'il y a une très grande, on va dire, une grande distance, de compréhension entre le ministère de l'Agriculture et la réalité du terrain ? Vous avez, on va le voir par des manifestations, vous êtes souvent dehors, vous faites peur, les agriculteurs, lorsque vous allez dehors. Mais les réponses, oui, apparemment pas assez. Pas assez. Et puis au ministère, vous savez, le ministère de l'Agriculture est sans doute un des ministères les plus administrés. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui ont des responsabilités à l'intérieur ne changent pas depuis à peu près 40 ou 50 ans. Enfin, si, ils se renouvellent, mais... disons qu'ils se renouvellent dans la même chapelle, et ils sont éclairés que par des gens comme M. Belin, qui sont capables de dicter aujourd'hui, vous savez, leurs revendications, et surtout les revendications pour protéger l'agroalimentaire, encore une fois, quoi. Alors là, j'ai noté, avant de vous recevoir, ce qui semblerait être difficile pour vous, vous ne pouvez plus réagir aux mises aux normes européennes et françaises, trop lourdes, aux normes environnementales. Les contrôles réalisés chez les agriculteurs sont trop violents, trop courants. Un agriculteur passe 15 heures de paperasse par jour, il est débordé par ça. Pas par jour. Par semaine ? Oui. Ah oui, parce que par jour, on a... Oui, excusez-moi, d'ailleurs j'avais noté par semaine. Oui. Les banques sont de plus en... Oui, c'est déjà beaucoup, oui. Les banques sont de plus en plus frileuses. Il y a tout ça qui se... C'est un cumul. Oui. Tout à l'heure, on a parlé sur le suicide, qui est vraiment un sujet dont on ne devrait pas parler. Mais il y a une omerta dessus, en disant, non, il y a des gens qui vont avec l'isolement, et c'est vrai que l'isolement est quand même un gros problème, parce qu'il y a un nombre... énormes d'agriculteurs qui sont partis ces dernières années. Probablement, on parle de 30% là, dû à la crise. Oui. Ça, c'est terrible aussi. 30%, c'est-à-dire que toutes les familles vont être touchées, ou alors des amis, ou même soi, parce que souvent des agriculteurs sont dans le déni aujourd'hui. Mais pour revenir donc à cet équilibre entre la paperasse que malheureusement tous les chefs d'entreprise auxquels sont confrontés tous les chefs d'entreprise, les agriculteurs, véritablement, oui, on a énormément de paperasse à remplir. C'est même d'ailleurs affolant. Moi, je me suis amusé à en parler à des amis en leur faisant voir les dossiers, et ils n'en revenaient pas. Alors on entend dans vos propos qu'on entend bien des solutions, mais pour l'instant la catastrophe elle est là. On voit qu'il y a eu des cellules d'aide qui se sont installées, des cellules de reconversion, des cellules de crise. Ça fonctionne ou pas? Bon, regardez, non mais il y a... Oui, je vous regarde, oui, parce que... Oui, effectivement, l'année dernière, il y a un an, on avait besoin de la MSA tout de suite. On avait un problème à gérer. J'ai trouvé comme solution d'appeler le téléphone d'urgence, là, SOS Suicide, personne au bout, on laisse notre numéro, personne ne nous a rappelé. Je vous avouerai, aujourd'hui, c'est peut-être fonctionnel, je n'ai jamais réitéré. Ce sont les épouses des agriculteurs qui... Il y a ça, oui, parce que souvent elles alertent, elles se rendent compte que leur conjoint glisse et n'arrive plus à supporter la pression, et ils s'isolent. Et donc c'est elles qui appellent, ou alors c'est même elles qui passent à l'acte. Et ça, on l'oublie un peu. Dans les zones laitières de l'Ouest, il y a eu quand même beaucoup de cas d'agricultrices qui sont supprimées. Oui, mais partout. Enfin, oui, pas partout. Partout. Mais enfin, c'est parce que... Ouais. Bon, il y a ce chiffre, un agriculteur se suicide tous les 2 jours, d'après les chiffres de l'Institut de veille sanitaire. Oui, et puis il y a des suicides qui ne sont pas déclarés comme tels. Oui, alors voilà. Ensuite, on s'aperçoit qu'il y a une surmortalité chez les éleveurs bovins, entre autres, entre 45 et 54 ans. On voit manifestement là que c'est lié. Enfin, quand je vous disais tout à l'heure, la compétitivité, tout ça, toujours plus. De toute manière, la rentabilité de nos productions est toujours plus faible. Il faut toujours en faire plus. Aujourd'hui, avec un petit veau, on paye 1 heure de mécanicien. Quand on voit avant, il y a de ça 40 ans, avec la vente d'un petit veau, on payait 13 heures de mécanicien. Donc vous voyez, vraiment, la rentabilité est faible. Les agriculteurs souffrent de problèmes musculaires,
squelettiques aussi. Donc ils sont fatigués, usés, et on leur demande plus et on leur donne plus rien. On est après remettre en cause la PAC, l'ICHN, parce que la PAC, c'est un millefeuille. Il y a une feuille qui est vraiment spécifique pour l'élevage, et celle-là, on veut encore la rogner, quoi. Ça sera ma dernière question à tous les deux. Beaucoup disent, pour les agriculteurs, il faut une reconversion. Facile à dire, pas facile à faire. Dans un pays, d'abord, souvent, on est des multicartes, mais on n'est pas des spécialistes. Tous les métiers se sont spécialisés. Mais 30% d'agriculteurs qui devraient se reconvertir dans un pays qui compte déjà combien de chômeurs ? C'est quand même difficile à avaler. Surtout qu'on va avoir besoin d'eux bientôt pour produire. Et c'est ça le défi du 21e siècle, c'est produire pour nourrir tout le monde. Et il faut savoir avec quelle nourriture. Tout à l'heure, on a parlé de l'agriculture biologique. Il faudra aussi avoir des bras et des mains, et puis des têtes et des spécialistes pour faire ce type même d'agriculture. Ça ne sera pas n'importe qui la fera. D'accord. Merci en tout cas d'avoir témoigné avec autant de franchise, de fermeté et aussi d'émotion. Merci à tous les deux, cette crise agricole que nous suivrons bien entendu. Merci de votre invitation. Ça devrait et ça devra évoluer. Je vous conseille un très très bon livre sur la crise agricole qui a été écrit par Xavier Bitoun, si mes souvenirs sont bons, Le sacrifice des paysans, et Pierre Bitoun. Et j'ai retiré cette phrase, texte de Jean-Claire Davenne, qui est historien. Il faudra bien un jour reconnaître que l'événement majeur du XXe siècle n'aura pas été l'arrivée du prolétariat, mais la disparition de la paysannerie, pourvu qu'il se trompe. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre débat, cette fois-ci sur la violence faite aux femmes. Dans quelques instants, eh bien, vous allez retrouver Florent Carrière pour le Flash régional. Et puis, Francis Letellier va recevoir pour l'édition nationale Pierre Laurent, le secrétaire général du Parti communiste. Bon dimanche.